Euh, Stéphane Gors, bien, tu es également chez Eurogroupe, mais tu es aussi au Conseil de Centre de Paris et je pense que tu y apportes un regard attentif sur les aspects financiers. Tu ouvres les élèves aussi à cette dimension-là. On a vu que dans tout le parcours de Novares, il y avait un élément critique qui était la rapidité à laquelle le cash se consommait. Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments de réflexion sur ces sujets plus financiers? D'abord, bonjour à tous, que vous soyez camarades ou non. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Moi, ce dont je vais vous parler, ça résulte d'expériences à la fois de consultant et de praticien, puisque non seulement je suis associé d'Eurogroupe, mais j'en suis également le directeur financier. Donc voilà, c'est également mon quotidien. Peut-être avant de continuer, ça vaut la peine de rappeler un peu ce qu'est Eurogroupe. Donc Eurogroupe, c'est un cabinet de conseil en transformation stratégique et opérationnelle. Ça représente en gros 400 personnes en France avec 30 associés, dont Patricia et moi-même. Et puis globalement, 3000 personnes dans environ 30 pays. Alors, pour répondre à ta question, au fond, j'ai essayé de bâtir, alors ça vaut ce que ça vaut naturellement, mais ce sont des choses qui, je pense, parlent à des gens assez opérationnels. C'est ce que j'ai appelé les 10 commandements de la finance de crise. Alors, naturellement, chacun d'entre eux dépend de la situation d'entreprise. Le premier sujet, le premier commandement pour moi, c'est se focaliser sur le BFR et sur la trésorerie. À un moment donné, il faut regarder le cash, il faut regarder les comptes clients, il faut regarder les comptes fournisseurs. Il ne faut pas oublier que dans ces périodes-là, du côté des clients, on peut avoir des clients en difficulté, là où on n'a pas de problème de recouvrement en période habituelle. Dans ces périodes complexes, ça peut arriver et il faut vraiment être très attentif au recouvrement des créances. Et puis du côté des fournisseurs, il faut effectivement les payer dans les, comment dirais-je, dans les temps attendus, en respectant la loi naturellement, mais pas forcément plus tôt. C'est vraiment, et il faut en permanence avoir ce regard sur le cash. Je connais le cas d'entreprise où le cash, on le regarde en ce moment tous les matins. Tous les matins, on a première chose qui est faite entre le président et son directeur financier, c'est regarder le cash. Deuxièmement, on est sur du pilotage de temps de crise. Dans beaucoup d'entreprises, on sait bien on développe des indicateurs qui peuvent être sophistiqués, qui peuvent être compliqués, qui peuvent être l'objet d'interprétation. En temps de crise, il faut des indicateurs simples et qui ne doivent pas faire l'objet d'interprétation et de négociation. Il faut des indicateurs qui permettent la décision, l'action et la mesure de l'action. Et j'ai envie de dire que ça permet de réagir extrêmement vite et ça fait, ça fait écho à l'expérience que je trouve assez impressionnante de notre ami Pierre, qui a bien montré qu'il fallait être réactif et il fallait agir très, très rapidement. Troisièmement, il faut parler. Alors, parler d'abord avec les organismes pour lesquels on a des reports d'échéance. C'est assez pratique ce que je dis, mais croyez-en, mon expérience, c'est indispensable de ne pas hésiter à aller parler avec l'URSSAF, par exemple. Ils n'ont pas forcément d'informations à vous donner, de solutions à vous apporter. En revanche, dans leur tablette, ces gens-là notent que vous les avez joints, ces gens-là notent que vous faites des efforts pour le moment venu, essayer de le rembourser, etc. Il faut parler avec ces gens-là, c'est vraiment indispensable. De la même façon, et c'est mon quatrième point, il faut parler avec ses banquiers. Alors, dans le cas de Pierre, c'était effectivement assez exceptionnel, un peu particulier, mais même quand ça va bien, il faut que les banquiers soient au courant, il faut les informer assez régulièrement. Le petit coup de fil de directeur financier qui dit voilà un petit peu quel est mon forecast, voilà un peu quel est mon atterrissage, voilà un petit peu où j'en suis, etc. De façon à ce que vous les rassuriez. Et si à un moment donné, vous avez à leur demander des concours particuliers, que ce soit PGE ou autre, ils ne soient pas surpris. Il ne faut pas les surprendre. C'est vraiment indispensable de les tenir au courant de la situation. Ensuite, toujours avec ces banquiers, si on a des choses à financer, négocier. Là-dessus, dans le cas de Pierre, c'était un petit peu spectaculaire, si je puis dire, mais ce sont des périodes dans lesquelles il faut négocier avec les banquiers. J'ai négocié moi-même pendant la crise un prêt de plusieurs millions. J'ai négocié avec
plusieurs banquiers et j'ai obtenu des taux extrêmement intéressants malgré tout, malgré les difficultés, malgré la période. Ensuite, et c'est mon 6e point, se poser en permanence dès qu'on a des investissements à faire, à savoir s'il faut acheter ou louer. Pour ma part, et on l'imagine bien dans les périodes où on a besoin de cash, si on peut louer un équipement, il faut le louer. Il faut même se poser la question du leaseback. Est-ce que j'ai un bien? Est-ce qu'un leaser peut me le reprendre de façon à me donner du cash et après rentrer dans une mécanique de leasing? Il faut s'interroger sur la pertinence de l'acquisition d'une immobilisation et voir s'il ne vaut pas mieux la louer, s'il n'y a pas moyen de trouver des modèles qui sont moins cash consuming, comme on dit. Donc, acheter ou louer, variabiliser le plus possible les charges. C'est vraiment quelque chose sur lequel tout le monde doit s'interroger. Ensuite, pour ce qui concerne les projets stratégiques, souvent on parle de TRI, de VAN, etc. Aujourd'hui, quand on regarde un projet stratégique, et ça fait référence à ce qu'ont dit Pierre et Denis tout à l'heure, il faut avoir la vue cash flow. Et la vue cash flow, ce n'est pas une vue cash flow cumulée, c'est regarder les cash flows année après année, de façon à dire, je vais peut-être, est-ce que ça ne va pas être trop cash consuming dans les premières années, même si après la rentabilité est excellente. Si je fais une simple analyse de VAN ou de TRI, je vais jouer de l'accordéon, je vais, comment dirais-je, combiner tout ça. Il faut dérouler l'accordéon et regarder ce que ça veut dire année après année, parce qu'on va avoir des années, typiquement les premières années naturellement, où les investissements vont demander du cash. Ça devient un élément d'arbitrage au-delà des TRI, VAN, etc., que tout le monde connaît. 8e point. Alors, le 8e point, pour moi, il est très important parce que j'ai toujours été contre le budget. Je m'explique. Je pense que le budget est un truc complètement idiot. Pardon, je suis un peu direct, un peu brutal. Moi, je connais un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui m'ont expliqué que c'était un rituel de management. Je pense que selon l'entreprise, selon le métier de l'entreprise, on n'a ou pas besoin d'un budget. Je m'explique. Quand on est, par exemple, la RATP, une entreprise que je connais bien pour avoir fait beaucoup de missions pour eux, ce sont des gens qui ont une activité extrêmement capitalistique. La décision, fondamentalement, se prend au niveau d'un PMT. Quand on regarde, et donc c'est un paquebot, quand on regarde une entreprise comme Eurogroupe, comparé à un paquebot, c'est un Zodiac, on parle de 400 personnes. Moi, au fond, le PMT, entre nous, je m'en moque un peu. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le rolling forecast. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai besoin de savoir ce qui va se produire dans les 12 mois à venir. J'ai besoin de le savoir tant en termes de chiffre d'affaires, où on a mon carnet de commandes, quels sont, etc., mais aussi en termes d'occupation de mes consultants. Et donc, aujourd'hui, la question que doivent se poser les dirigeants, c'est de quels outils de pilotage, de quel processus de pilotage j'ai besoin. Je pense que dans beaucoup de cas, le processus budgétaire doit être fait à minima. Alors, les entreprises doivent rendre compte d'un certain nombre d'éléments de gouvernance, etc. Et selon l'actionnariat, il y a des obligations. Néanmoins, il faut vraiment se poser la question, et je sais que beaucoup de dirigeants partagent ce point de vue. En tout cas, pour moi, c'est une conviction. Et quand je dis rolling forecast, je pense élément du PNL, enfin du compte de résultat, pardon, mais je pense aussi bilan et en particulier du cash. Je dois être capable de projeter en permanence à 12 mois à la fois mon activité, mes coûts, etc., et aussi mon cash, d'avoir toujours un wagon d'avance. Avant-dernier point, travailler les atterrissages. Alors, ce que j'appelle les atterrissages, c'est dire, je suis en cours d'année, quels vont être mes résultats de fin d'année? Autrement dit, se poser régulièrement les projections de résultats de façon à être en permanence en anticipation. Et ça, c'est une clé de ces situations de crise, c'est en permanence, non pas avoir un train d'avance, un wagon d'avance, ça suffit. Être en permanence, avoir le coup d'avance qui permet d'eux. Et quand je dis travailler les atterrissages, c'est aussi bien dans les comptes sociaux que dans les comptes consolidés. J'insiste sur ce point-là parce que pour ceux qui connaissent un petit peu ces matières-là, aujourd'hui, dans les comptes consolidés, on est obligé de travailler ce qu'on appelle les impairment tests. Autrement dit, travailler sur la valeur de l'entreprise pour éventuellement la déprécier.
Aujourd'hui, quand on voit ce que sont les comptes de résultats d'un certain nombre de nos entreprises, ce sujet-là, il faut anticiper, notamment avec les commissaires aux comptes, la façon dont ça va être traité, de façon à voir si, d'abord, si on a des résultats consolidés, des résultats consolidés qui peuvent être négatifs, qui au niveau des holdings, parce qu'on doit déprécier des titres, des comptes courants, etc., l'impact que ça a, ce sont des sujets à anticiper. Et le dernier point, alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de très nombreuses années, en fait, cette crise, elle a une vertu, c'est que c'est une opportunité pour donner à tous nos collaborateurs la culture cash. Les gens ont l'habitude, oui, je fais sourire Jean. Jean, tu sais très bien que les gens ont l'habitude d'avoir une culture PNL. Les gens peuvent avoir une culture, alors bilan en général, c'est très peu connu. Le BFR, les gens souvent ne savent pas comment il est constitué. Aujourd'hui, c'est le moment de leur expliquer qu'il faut avoir une culture cash. Le client doit payer, je dois recouvrer les créances, etc. Voilà, je suis désolé, ce que je dis, ce sont des banalités. Néanmoins, je pense que c'est important de les rappeler. Alors, pour conclure, je voudrais terminer, et tu as évoqué le fait que je sois le président du conseil de centre de Paris. La commune, aujourd'hui, il faut que tous ceux qui nous écoutent aient bien en tête que la communauté arts et métiers se mobilise et participe donc pour aider les entreprises et les aider à se transformer. Alors, cette communauté, c'est d'une part l'école. Sachez que les labos de l'école, donc disséminés au travers du territoire national, sont à disposition, leurs chercheurs, leurs labos sont à disposition des entreprises qui auraient besoin de faire des travaux, des essais, etc. Et je peux vous dire, pour avoir assisté à différents conseils d'administration très récemment, la direction générale de l'école est très animée par ça et souhaite vraiment être un vecteur de réindustrialisation de la France. On en a parlé la semaine dernière, donc dans le cadre du centre de Paris, pour que les labos soient de plus en plus à disposition de toutes nos entreprises. Et ça, il y a Paris, mais c'est sur tout le territoire, pour diffuser les innovations technologiques, d'une part. Et d'autre part, la Société des anciens élèves travaille elle aussi pour aider à la fois les entreprises, mais également nos camarades qui pourraient être dans des passes un peu compliquées. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Stéphane. Culture du cash, culture aussi de la solidarité dans ces périodes difficiles, ce sont des points qui vont ressortir avec beaucoup d'acuité, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent.